Ça nous fait extrêmement plaisir d'être ici ensemble, donc nous, le collectif Question de classe à Libertalia, puisqu'on renoue avec une tradition qu'on avait un peu abandonnée à cause du contexte sanitaire, etc. Des soirées à notre école où en fait le samedi, nous on a un comité de rédaction qui traditionnellement est ouvert. Et puis ensuite, on avait pris l'habitude d'organiser une petite soirée pour organiser un débat ou une présentation. Et donc on se retrouve là après vraiment de longs mois sans cette pratique. Et nous, ça nous permet aussi de rencontrer des nouvelles personnes, de s'ouvrir, parce que ça fait quand même un certain temps qu'on fonctionne un petit peu en vase clos. Donc vraiment, ça nous fait très plaisir. Donc nous, c'est le collectif Question de classe. Question de classe, c'est un collectif qui parle de pédagogie et de lutte sociale autour de l'école et de l'éducation de manière plus générale. Et donc on a à la fois une revue, la revue Notre École. On a un site internet qui s'appelle questiondeclasse.com. Et on anime la collection Notre École avec les éditions Libertalia qui nous accueillent ce soir. Et donc nous allons présenter 2 livres. Donc ces 2 livres, il y en a donc 2 livres. L'un de Andrés Montré, qui est donc un membre du collectif Question de classe, qui aussi participe au groupe de pédagogie institutionnelle Paris-Créteil et qui est à Sud Éducation. Là je fais des présentations avec beaucoup d'étiquettes et des appartenances à des collectifs, mais on essaiera de montrer, je pense, dans la présentation que c'est assez important en fait dans l'émergence de ces 2 livres. Donc qui a écrit l'année dernière Les chemins du collectif, et Jacqueline Triguel, et Andrés, il est professeur des écoles, et Jacqueline Triguel, qui est professeure de français en collège, qui est membre du collectif Question de classe, mais aussi du collectif Lettres Vives, qui est un collectif sur l'enseignement du français, et du groupe Freinet, donc de pédagogie Freinet, second degré d'Île-de-France. Et membre de Sud Éducation aussi. Donc ils nous ont sorti 2 très très beaux livres, Les chemins du collectif, Andrés Montré, et Étincelle pédagogique de Jacqueline. Ces 2 livres qui parlent de pédagogie, qui parlent de leur pratique en classe. Et puis en fait je pense qu'on va passer directement à leur donner la parole pour qu'ils nous présentent rapidement leurs livres. Et puis ensuite, ces 2 livres qui se lisent très bien ensemble, donc on a envie un petit peu de faire une discussion croisée sur leur livre. Et donc on va commencer par une petite lecture du prologue d'Andrés, par l'auteur lui-même. Bonsoir à toutes et tous. Donc je vous lis un extrait du prologue qui est un peu la présentation du cheminement professionnel, militant, et ce livre en est un des aboutissements. Donc voilà. Mon expérience personnelle avec la pédagogie institutionnelle est aussi née d'une dissonance. Le conflit interne d'un jeune professeur des écoles aux prises avec ses grands principes de militant et le nouveau métier qu'il découvre dans les classes. Étudiant, ma vision politique était assez arrêtée, forgée par un engagement fort dans les collectifs de soutien aux zapatistes du Chiapas, au sud du Mexique. Autogestion, autodétermination, dignité des peuples, valeur de la parole collective et individuelle, autant d'idées et de pratiques venues du sud-est mexicain que je croyais m'être appropriées. Naïvement, sans doute, je n'avais pas réfléchi à la cohérence entre mon nouveau métier de professeur et mes idéaux zapatistes. Alors, comme tout novice, j'ai commencé en reproduisant ou en fuyant ce que je retenais de mes propres professeurs et de ma formation initiale. Mais en classe, j'avais davantage l'impression de porter un képi de gendarme que le passe-montagne du sous-commandant Marcos. Puis j'ai fait le triste constat que les enfants de bonne famille réussissaient et que les enfants des classes populaires étaient à la traîne. Moi qui m'engageais dans l'enseignement pour développer l'esprit critique. Moi qui avais réussi à devenir professeur des écoles grâce à des bourses d'études. Voilà que je me sentais comme l'énième rouage de la reproduction sociale que je dénonçais en tant que militant politique. Mes années d'engagement zapatiste ne se reflétaient pas dans mon métier d'enseignant.
Et donc ce que tu expliques après, c'est que pour passer du képi au passe-montagne, tu as découvert la pédagogie institutionnelle. Et est-ce que tu pourrais nous présenter, puisque c'est ce que tu présentes donc dans le livre, ça s'adosse à une grande tradition pédagogique et théorique. Est-ce que tu peux nous la présenter en quelques mots ? Alors oui, c'est vraiment cette histoire de cheminement, de recherche à essayer de mettre en cohérence mes pratiques professionnelles et mes engagements. C'est vraiment ce qui m'a amené à rencontrer la pédagogie institutionnelle. Je travaillais dans les quartiers populaires de Toulouse. Donc comme dans tous les quartiers populaires, il y a beaucoup de militants politiques, syndicaux et pédagogiques. Et c'est là que j'ai rencontré des gens de certains syndicats qui s'engageaient plus dans les luttes sociales et de militants aussi pédagogiques qui cherchaient une autre façon, parce que de toute façon on n'a pas le choix que de faire autrement dans certains milieux. Et voilà, c'est comme ça. Moi je cherchais l'autodétermination des peuples, donner la parole aux élèves, quelque chose de poétique comme le sous-commandant Marcos. Et puis en classe, difficile de trouver des outils jusqu'à ce que je rencontre un collègue qui me passe un bouquin de pays. Et je découvre des gens qui parlent de psychanalyse, de conseils de coopérative, d'échanges de pratiques pour améliorer la coopération en classe. Et c'est tout ça en fait où je me dis que là, cette pédagogie institutionnelle, elle va me permettre de faire le lien avec ma militance politique et syndicale. Et je trouve une espèce de façon de mettre en pratique dans la classe le ici et maintenant, pas attendre le grand soir, pas vivre tout de suite quelque chose qui me paraît donner des libertés aux élèves. Et ça, je trouve ça génial. Et je découvre des concepts complètement nouveaux à travers la psychanalyse. On parle de transfert, je ne sais même pas ce que c'est. Mais voilà, apparemment, il y a des processus de transfert dans les classes et tout ça. Il y a des gens qui ont compris des trucs. Donc je prends tout ça, je me renseigne, je me forme. Et puis, avec le temps qui passe, je me rends compte que oui, c'est cette pédagogie qui s'inscrit aussi dans une histoire qui est proche de la pédagogie Freinet et qui me permet de faire le lien entre des idéaux d'autogestion, des idéaux d'organisation horizontale, de lutte anticapitaliste. Et dans la classe, ça se traduit par un fonctionnement coopératif. Et c'est tout ça que j'essaie de raconter dans le livre, comment s'articule une pratique de classe, une pratique professionnelle et en même temps presque, j'ai envie de dire, efficace en termes d'apprentissage, et qui en même temps est en cohérence avec la société à laquelle j'aspire et au modèle politique que je veux faire vivre, quoi. Le PI, c'est l'abréviation pour pédagogie institutionnelle, et je pense qu'il faut être un peu clair, et d'ailleurs ça s'est déposé je crois pour le titre du livre. La pédagogie institutionnelle, c'est pas la pédagogie de l'institution ministère de l'Éducation nationale. Est-ce que peut-être que tu peux nous dire rapidement ce que c'est qu'une institution en pédagogie institutionnelle, parce que je pense que c'est une des notions qui permet de comprendre bien l'idée de la pédagogie institutionnelle. Ouais, c'est vrai que c'est un nom qui porte souvent à confusion institutionnelle. On associe ça à l'institution éducation nationale dans notre milieu, alors qu'effectivement l'institutionnel, le processus institutionnel en pédagogie institutionnelle, il s'est vraiment forgé en opposition au fonctionnement très hiérarchique, très martial de l'éducation nationale. Et puisque cette organisation hiérarchique et martiale nous amène dans des impasses pédagogiques et dans des situations de non-vie en classe, il faut se réapproprier les processus qui font collectif, c'est-à-dire les institutions, si elles ne sont pas bonnes, il faut les recréer. Et c'est là qu'on arrive aussi à l'autogestion. Il y a un courant de la pédagogie institutionnelle qui s'est appelé pédagogie autogestionnaire. Et l'idée, c'est que puisque l'institution dans laquelle on appartient, l'institution publique d'État dans laquelle on appartient, ne permet pas de créer un désir d'apprendre,
il faut que nous, on se réapproprie les processus d'institution. Et du coup, dans la classe, on met en place des institutions. Alors ça va de... Souvent Fernand Houry, qui est un des fondateurs de l'API avec Aïda Vasquez, disait mais rien que la règle pour se partager le savon à côté du lavabo, c'est une institution. Dès qu'on met en place une règle collective, qu'on la discute et qu'on l'acte collectivement, ça c'est une institution. Donc il y a des institutions plus conséquentes que sont le conseil, ou alors peut-être vous avez entendu parler de moments de parole dans les classes, ça peut être le Quad Neuf, ça peut être la distribution des petites responsabilités qu'on peut avoir. Tout ça, ça fait une myriade d'institutions dans la classe qu'on va discuter et qu'on va évaluer, organiser en conseil avec les élèves. Et c'est là où on arrive à des institutions vivantes dans une organisation horizontale. Donc c'est ça, l'institution, c'est une organisation collective pour la classe. Merci. Est-ce que, au fond, vous entendez, je vois Steph qui... C'est bon ? Toi, Jacqueline, le livre, il fait référence à plusieurs courants pédagogiques et moins à un courant pédagogique. Et il est construit vraiment à partir de récits de moments de classe. Et il me semble qu'à la base, c'est une chronique que tu tenais qui s'appelait « Paroles d'élèves, pratique de prof », qui est d'ailleurs le sous-titre du livre. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu tout ça ? Alors, bonsoir tout le monde. Effectivement, dans ce livre, on parle de paroles d'élèves, pratique de prof, et tout ça au pluriel, parce que, comme l'a dit Arthur, il n'y a pas une école pédagogique, un mouvement pédagogique qui est au-dessus des autres, comme beaucoup de pédagogues d'ailleurs qui sont ici présents et présentes. Je me nourris dans la pédagogie institutionnelle, dans la pédagogie freinée, dans les différentes pratiques, et pas que sur l'enseignement du français, dans l'enseignement du primaire, du secondaire. Vraiment, je fais partie de ces pédagogues, comme tous les pédagogues de questions de classe, qui butinent un petit peu à droite à gauche pour construire des pratiques de classe qui soient les plus adaptées, on va dire, aux élèves qu'on a dans nos classes. Alors effectivement, le point de départ de tous les récits qui se trouvent dans Étincelle pédagogique, c'est ce qui se passe dans la classe. Là, quand Andrés a présenté son livre, il a dit des choses hyper intéressantes et qui font écho à ce que j'ai écrit, c'est que on est parfois, avec l'institution telle qu'elle fonctionne, on est dans des impasses pédagogiques. On est dans des impasses pédagogiques qui créent des nœuds dans les classes, qui créent des nœuds dans les relations entre les élèves et les personnels, que ce soit les professeurs, les AESH, c'est-à-dire les accompagnants d'élèves en situation de handicap, avec les assistants d'éducation. Il y a tout le temps des nœuds dans les établissements scolaires, et le fait de se nourrir les uns les unes des autres, ça nous permet de dénouer petit à petit ces nœuds. Alors, dans ce livre, partir des paroles d'élèves, c'est mettre en avant le fait que dans une classe et dans un établissement scolaire, il n'y a rien d'uniforme, il n'y a rien qui est tout le temps la même chose, contrairement à ce qu'on peut dire, à ce qu'on peut entendre. Les élèves, c'est pas tous et toutes les mêmes, les profs, c'est pareil, les pratiques, c'est pareil. Contrairement, à l'opposé de l'uniformité que l'institution veut créer dans les classes, dans les pratiques, ce livre met en avant la complexité. Complexité parce que les progressions qu'on construit, elles sont linéaires et finalement elles sont toujours percutées par des petites interventions d'élèves, parce que la vie, tu disais tout à l'heure Andrés, à l'opposé de la non-vie qu'il peut y avoir dans les pratiques de l'institution, nous on essaye de réintroduire de la vie en partant des élèves. Est-ce que peut-être je vais faire lire l'extrait. Il y a Julien du collectif Question de classe qui va lire un extrait, et puis je reprendrai la parole après pour faire la transition, si tu veux bien. Bonsoir.
Alors, j'ignore pourquoi c'est moi pourquoi je dois lire. Parce que j'étais là. Alors c'est le chapitre 3. Non, c'est pas le chapitre 3. Madame. Non, moi. Je lève la main depuis tout à l'heure. Moi aussi, madame. Ta gueule. Non, mais taisez-vous, chut. La prof, elle attend. J'ai joué à Fortnite jusqu'à 2h du match. Je dors maintenant. Madame, Jérémy, il pleure. Il s'est disputé avec sa copine à la récré. Ce n'est pas possible. Ça ne peut pas continuer comme ça. Nous sommes mi-octobre, dans une classe de 6e plus qu'explosive. Je regarde la pendule. 1 fois, 3 fois, 8 fois. Ça m'interpelle. Je le formule, sans réfléchir, aux élèves, dans l'espoir, sans doute, de leur faire comprendre mon désarroi. Mes paroles sont vécues comme un reproche, une volonté de les culpabiliser. Je lis la tristesse sur le visage de certains, certaines, d'autres se taisent. J'ai du remords à avoir énoncé sans détour cette réalité brutale qui disait toute ma hâte d'entendre la sonnerie retentir pour les voir sortir de la salle. Je sens que moi, l'adulte responsable, la pédagogue, je suis en passe de franchir une limite éthique primordiale, de devenir maltraitante et méprisante, d'en vouloir aux élèves, des enfants, pour ce qu'ils et elles expriment, par leurs attitudes, par leurs mots, par leur corps qui ne se contrôle pas. De l'entrée en classe à la sonnerie, 55 minutes plus tard, l'atmosphère est très tendue et désagréable depuis la rentrée. Innombrables interventions sans rapport avec le cours, paroles et attitudes agressives entre les élèves, mouvements de colère face au travail, sollicitations incessantes pour que j'accompagne chacun, chacune individuellement, voire exclusivement, sans compter les difficultés importantes de 5 élèves dans la classe que je n'arrive pas à aider. J'ai pourtant pour habitude de laisser la parole aux jeunes, d'accepter que chacun, chacune exprime ses ressentis, évacue l'émotion qui l'empêche de se concentrer. Mais là, j'ai l'impression que c'est la moitié de la classe, au moins, qui éprouve ce besoin. Et cela me dépasse. La parole spontanée me déborde. Je ne sais pas quoi faire de cet excès de vie qui envahit la classe. Ce qui est très à la fois touchant et intéressant dans les deux livres, c'est que ce ne sont pas des manuels, c'est des livres qui montrent des professionnels qui cheminent, qui réfléchissent et qui assument qu'il y a souvent des situations qui sont difficiles, à la fois pour les élèves mais aussi pour les enseignants et les enseignantes. Il y a une expression qui est dans le livre d'Andrés qui est que d'une situation qui déstabilise, la déstabilisation de l'adulte en pédagogie institutionnelle. Et en réalité, comme le montre là la lecture, il y a une place des émotions dans vos deux livres qui est très importante. Est-ce que je sais pas, tu veux rebondir directement et puis après Quand on a préparé cette soirée avec Andrés et Arthur il avait choisi ce passage-là et il s'est dit ouais, mais pour présenter ton livre, c'est peut-être pas la meilleure idée, c'est peut-être un peu méchant, quoi. Et en fait, en échangeant, on était tous les trois d'accord sur le fait que bah non, justement, ce livre, et puis, enfin, ces deux livres, ce qu'ils montrent aussi, c'est que rien n'est simple quand on enseigne, quand on est dans les classes, que effectivement, des fois, on l'a tous et tout entendu, que ce soit personnel de l'éducation ou quand on était élève nous-mêmes, des fois ça marche pas du tout. Des fois c'est tendu, des fois c'est crispé, des fois ça crie, des fois ça pleure. Et il n'y a aucune raison pour cacher cette réalité-là. Au contraire, cette réalité-là, on en tient compte, on acte de son existence et on essaye, à partir de ce qui se joue dans ces émotions, dans ces tensions, on essaie de détricoter un petit peu, de prendre le fil, de le remonter et d'essayer de voir pourquoi ça bloque, qu'est-ce qu'on peut en faire. Et c'est un peu la base de une grande partie des récits, mais pas que, qui sont dans Étincelle pédagogique, c'est qu'on parle de situations qui sont un peu problématiques, complexes, difficiles, et on essaie de construire à partir de ça avec les élèves, de construire
soit des réponses de vie via des pratiques de pédagogie institutionnelle, soit des réponses pour conduire les élèves à apaiser les corps, apaiser les esprits, apaiser les émotions pour rentrer dans les apprentissages. On a souvent tendance à dire « Ah non, on évacue les émotions à l'école ». On se dit « On laisse les émotions, on laisse le bagage, on laisse la vie à la porte de l'établissement ». Or, c'est la meilleure manière de crisper encore plus les choses. Au revoir.